Alors que nous, 0 € quand ça arrive, t'as pas de décharge. J'ai un collègue qui arrive à limiter, il a eu 5000 balles. Et il a eu, je pense, on est bon, on y va. Alors je te laisse la main. Bonjour, donc on va continuer notre présentation et on commence notre deuxième session. Il va commencer avec la présentation de Victoria sur le concept ECG XAI. Bonjour à tous, donc, je suis Victoria Bourget, nouvelle maître de conférence à l'Université de Bordeaux au laboratoire Labri, laboratoire bordelais de recherche en informatique. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter donc, mon projet de postdoc qui était dans le cadre de l'ANR ECG for You, mais en fait, qui rassemblait plusieurs partenaires, dont l'université, la Sorbonne Université, l'IRD, l'Université d'Evry et l'Université Vanderbilt. Et donc ce projet portait sur le développement d'une nouvelle approche post-hoc pour l'explicabilité d'un modèle d'apprentissage profond d'aide au diagnostic médical, donc, que j'ai baptisé concept ECG XAI. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste un petit peu réintroduire le contexte. Donc ici, on s'intéresse au contexte de la médecine personnalisée. Donc comme vous le savez, maintenant on est capable d'avoir plusieurs caractéristiques sur les patients, qu'elles soient d'imagerie médicale, de signal, même on a aussi des éléments au niveau moléculaire. Et donc l'idée est de prendre en considération toutes ces caractéristiques pour améliorer la prise en charge du patient, donc à différentes étapes qui sont le diagnostic, le pronostic, etc. Et ça, c'est aussi rendu possible grâce au développement donc, des outils d'IA, dont le machine learning, le deep learning, etc. Et donc, dans ce cadre, nous, on s'intéresse plus particulièrement aux données de signal, donc les électrocardiogrammes. Et en fait, on va utiliser donc, les modèles d'apprentissage profond pour faire du diagnostic de maladies cardiovasculaires. Je vais juste revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'un électrocardiogramme. Donc un électrocardiogramme mesure l'activité cardiaque à partir de dérivations qui sont obtenues par les électrodes. Donc une dérivation va mesurer la différence de potentiel entre deux points, obtenus par exemple par deux électrodes. Et le tracé normal d'un ECG qui est représenté par la figure sur le gauche permet en fait de distinguer différentes parties, notamment donc on peut voir les positions de différentes ondes comme l'onde P et l'onde T, également les pics du complexe QRS. Et à partir de là, on peut faire différentes mesures. Par exemple, on peut calculer donc l'intervalle RR, donc en gros l'intervalle entre deux battements, la durée de l'onde QT, ou également par exemple l'amplitude. Et à partir de ça, on va pouvoir, les cardiologues notamment, vont pouvoir déterminer si l'ECG est normal ou présente donc des anomalies. Et donc dans ce contexte, dans le projet DeepECG for You, nous on s'intéresse à une arythmie cardiaque particulière qui est la torsade de pointe, qui est illustrée en fait en haut à droite. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est caractérisée par en fait un complexe QRS d'amplitude variable sous forme en fait, ça fait un peu un accordéon. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que généralement avant cette torsade de pointe, on a un allongement de l'onde de la QT. Donc vous voyez bien la différence entre ce point-là et ce point-là. Il faut savoir aussi que ce syndrome de l'allongement de QT est également provoqué par certains médicaments comme le sotalol, et donc il peut induire plus tard la torsade de pointe. Donc l'objectif, c'est d'identifier en fait ces patients à risque de torsade de pointe, donc à partir d'électrocardiogrammes. Et donc il y avait déjà dans le cadre du projet ANR, il y avait déjà un modèle d'apprentissage profond qui a été construit. Donc c'est un modèle d'enseignement connecté, un DenseNet,
présente une erreur de 2%. Donc là, on s'intéressait à la prise du médicament Sotalol plus, qui veut dire prise de médicament Sotalol moins, pas de prise. Et comme ce modèle avait quand même une précision, un taux d'erreur très faible, du coup c'est un modèle qui est quand même bien performant, mais on voudrait savoir pourquoi en fait et comment il arrive à distinguer ces deux cas, Sotalol plus, sauf que là, comme on a déjà discuté, on est face à une boîte noire. Et donc, dans ce cadre-ci, pour ouvrir la boîte noire, on va s'intéresser à l'utilisation de méthodes post-hoc pour en savoir plus. Et je vais juste un petit peu revenir sur pourquoi ici l'interprétation elle est importante. Donc, 3 points. Donc, tout d'abord, il est nécessaire de fournir en fait des explications au médecin parce que lui-même il devra expliquer à son patient pourquoi il a peut-être une torsade de pointe ou un risque d'avoir une torsade de pointe. Ensuite, l'explication, elle va permettre aussi de vérifier que le modèle se base sur des représentations fiables des patients, non pas sur des artefacts. Et enfin, un modèle performant peut aussi permettre de mettre en évidence une signature qui pourrait être une piste de recherche intéressante pour les cardiologues. Ok. Alors comme on l'a un petit peu, il y a quelqu'un qui l'a déjà introduit plus tôt, donc dans là j'ai le contexte des ECG, les méthodes a posteriori qui sont déjà pas mal utilisées, c'est les méthodes d'attribution, où l'idée c'est de pouvoir faire un lien entre la sortie et l'entrée du modèle et calculer un score de pertinence sur notamment les variables d'entrée. Et généralement, on a ces cartes un peu de salience, mais quand on présente ça à un médecin, il a un peu de mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et c'est pas très intelligible pour lui. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinterpréter derrière ces cartes en essayant de connecter avec le domaine. Et donc l'idée de ce projet, en fait, c'est directement d'intégrer les connaissances du domaine dans la méthode d'interprétation, pour finalement utiliser le même vocabulaire que les médecins. Donc là, en fait, on va se tourner plutôt sur des méthodes qui utilisent des concepts. Donc ici, un concept, en fait, c'est un pattern de haut niveau sémantique qui a un sens aussi sémantique pour, du coup, ici, les cardiologues. Donc, forcément, qui a le même langage. Donc là, c'est un exemple de concepts qu'on pourrait avoir dans les ECG, qui sont finalement dérivés des mesures que je vous ai présentées au tout début. Alors, c'est une liste non exhaustive. Et après, on pourrait essayer de fournir des interprétations ou des explications avec ces concepts de la manière suivante. On a cette prédiction parce que, par exemple, on a un intervalle QT de forte et ça permettrait également d'améliorer la stratification des patients. Okay. Là, je vais vous présenter du coup maintenant l'approche. Je ne l'ai pas introduit, mais qui est inspiré des travaux précédents. Je ne vais pas refaire l'état de l'art, mais voilà, j'ai mis les références et elles sont également sur l'article. Donc la méthode ici, elle a 2 objectifs. D'une part, d'identifier donc dans le réseau de neurones, dans ces couches cachées, s'il y a des concepts significatifs pour le domaine, donc par exemple l'unicité, et ensuite d'établir des relations logiques entre ces concepts et les prédictions du réseau de neurones. Alors, déjà pour la première partie, donc l'idée c'est qu'on va découper le réseau de neurones en 2 parties, donc la partie F et la partie G. Et en fait, comment on va découper ça ? Ça va être un hyperparamètre. Donc en fait, ça va être le choix de la couche latente sur laquelle on va essayer d'identifier des concepts. Et du coup, après, on va greffer donc un interpréteur. Donc là, par exemple, l'interpréteur, il va essayer on va essayer de savoir si on peut, à partir de du coup, là, c'est l'entrée de la partie MLP du modèle de base, si on peut détecter la présence de concepts, le concept long QT vs normal QT. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interpréteur
Ça peut être n'importe quel type de modèle, ça peut être un modèle linéaire ou un modèle non linéaire, un IEM, voire un petit réseau neurone. Donc I n'est pas forcément égal à G en termes d'architecture. Ensuite, quand on va apprendre de I, mais G et F sont fixés et il n'y a pas d'interaction entre I et G. Voilà. Et sinon, un autre point, c'est que là, on va avoir une liste de concepts et on va apprendre, bon, c'est peut-être un des avantages du coup, on va apprendre plusieurs interpréteurs différents par concept. Et alors, il faut savoir que pareil, si on fait varier où on va chercher les concepts, bah, il va falloir apprendre plusieurs interpréteurs finalement, même par concept. Donc c'est un peu lourd, mais l'idée c'est quand même d'essayer on a un modèle déjà appris, bah, on va essayer de l'interpréter. Voilà, et une fois qu'on a ça, donc imaginons qu'on a obtenu une liste de concepts. Je ne sais pas s'il me reste combien de temps. Bon, je continue. Donc, du coup, imaginons qu'on a une liste de concepts qu'on a réussi à capturer dans les couches latentes des réseaux neurones. Ensuite, on va essayer de comparer en fait donc, les prédictions du modèle de base SOT+, SOT- et les concepts. Et de là, en fait, on peut déjà représenter ça dans un graphe, les paires de points. Et après, on va essayer de voir si on peut identifier des relations logiques. Donc là, on s'est aidé en fait finalement de ce qui se fait avec les règles d'association. On va utiliser en fait les métriques dans les règles d'association comme le support et la confiance. Alors ici, je vais illustrer plus tard avec la confiance. La confiance, on peut voir ça comme une probabilité conditionnelle. Et on peut interpréter ça de la manière suivante. Si on prend le graphique de droite là, si par exemple on a le concept long QT, alors il est très probable que notre patient a pris le médicament Sotalol. On peut illustrer comme ça les règles d'association. En fait, après, avec tout ça, si on arrive à construire des règles, on peut avoir aussi une sorte d'interprétation globale du modèle. Et on peut aussi avoir une sorte d'interprétation locale parce qu'on peut réutiliser les interpréteurs qu'on aura construits pour voir si les concepts sont présents dans les couches cachées. Donc là, je vais rapidement présenter quelques résultats préliminaires. Donc ici, on a utilisé un jeu de données Généropole qui a été construit à la Pitié Salpêtrière, si je ne me trompe pas. Donc là, on a 10 292 ECG, donc on a découpé les jeux de données train, val et test. Et donc là, bon, on a SOT+, SOT-, ça j'en ai déjà parlé. On a notre modèle prédictif. Donc là, juste pour rappel, le modèle, en fait, il prend en entrée un électrocardiogramme d'une seule dérivation, parce qu'on a plusieurs dérivations, mais ici, on travaille juste avec une seule dérivation. Et c'est une fenêtre de 10 secondes de 5000 points. Et ensuite, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu construire la base de concept. Donc ici, moi j'ai utilisé directement les données que je disposais et j'ai pu créer 32 concepts à partir en fait des mesures, là, comme je vous ai expliqué, on peut faire des mesures sur les électrocardiogrammes. Donc on va faire ça sur tous les battements et ensuite on va évaluer en fait la distribution des différentes mesures. Et en fait, on va seuiller. Donc, ça veut dire seuiller, par exemple, c'est à partir de quel moment je peux dire que j'ai un long QT. Et donc, à partir de là, j'ai une liste de concepts. Donc là, j'ai présenté quelques-uns. J'en ai 32 au total, mais je peux en faire plus en fonction aussi des attentes des cardiologues. Bon, c'est vrai que j'insiste un peu beaucoup sur le QT parce que c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est ça qui est généralement à l'origine ensuite d'une torsade de pointe. C'est un des facteurs importants. Donc ici, à gauche, j'ai présenté donc les résultats préliminaires. Donc là, c'est au niveau de l'interpréteur. Donc c'est le F1 score de l'interpréteur. Donc c'est pour évaluer sa performance sur différents concepts. Et j'ai fait varier les fameux seuils là. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il n'y a que quelques concepts qui ressortent. Donc là, j'ai pris ceux qui avaient un F1 score supérieur à 0,7. Généralement, donc, la liste, elle est là, finalement, c'est les concepts que vous retrouvez dans les tableaux. Il y en a 9, si je ne me trompe pas. Et généralement, ce sont des concepts soit quelques-uns, c'est intrabattement, sinon c'est interbattement. Par exemple, le RR, c'est entre deux battements. Il n'y a rien qui ressort sur les amplitudes de l'onde.
Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que le QT, duration long, du coup ressort. Et ça, comme on sait que c'est intéressant pour les cardiologues, là déjà, on voit qu'il y a une sorte de coïncidence au moins sur les connaissances avec des cardiologues. Voilà. Après, ce que j'avais... Ensuite, quand on a identifié les concepts qui, a priori, sont présents dans les couches cachées du réseau de neurones, on va essayer donc d'identifier des règles. Donc là, en fait, j'ai calculé le score de confiance. Donc, pareil, en faisant varier le seuil là, sur les concepts et pour différentes règles, relations. Et celle qui ressort le plus, c'est si on a le concept, alors on a du coup la prédiction sotalol plus. Si on n'a pas le concept, alors on a la prédiction sot moins. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en faisant varier le seuil sur les concepts, le score de confiance a tendance à, soit pour certaines règles, à décroître, soit à augmenter pour d'autres. Et c'est là où il y a peut-être aussi un compromis à faire sur le choix du seuil, donc dans la définition même des concepts de base. Donc là, ici, pour la plupart des résultats, c'est généralement 0,2. Et à 0,2, on voit qu'il peut y avoir 2 règles qui ressortent, pas forcément pour tous les concepts, mais notamment le QT et long, on a 2 règles qui sont sorties. Voilà, donc là j'ai terminé donc sur la présentation des résultats préliminaires. Du coup, suite à ça, il y a beaucoup d'enjeux pour améliorer les résultats. Donc il y a quand même un vrai travail sur les hyperparamètres, donc qui est assez lourd quand même. Donc le choix des interpréteurs, le choix de la couche cachée, le choix du seuil sur la définition des concepts. Il y a pas mal aussi de métriques dans les règles d'association qu'on pourrait utiliser pour mieux choisir les règles. Et on envisage aussi de valider l'approche sur un objet de données. Et enfin, il y a tout le volet, il y en a qui l'ont déjà évoqué, sur l'évaluation de l'interprétation. Alors là, ce qu'on pourrait évaluer, nous, c'est un peu la fidélité, mais pas dans le même sens qui a été introduit, parce que là, on peut avoir un ensemble de règles. On pourrait imaginer que peut-être qu'on pourrait finalement utiliser les règles pour voir si on a le même taux de précision que le réseau neuronal. Donc là, on est sur aussi une mission de fidélité. Bon, je ne m'attends pas qu'on a du tout le même taux de fidélité, mais bon, ça pourrait être une mesure à évaluer. Après, il y a d'autres mesures, bien sûr, qu'on pourrait envisager. Merci. Des questions? Merci pour l'exposé, très clair. Je me posais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez essayé une approche machine learning traditionnelle avec tous les concepts là, comme features et est-ce que les performances de ces modèles-là prédictifs sont vraiment en dessous de ce que vous obtenez du deep learning? Et l'autre question, c'est quand vous utilisez la règle d'association, c'est quand même du descriptif et vous avez l'air de l'utiliser comme du prédictif. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, finalement, la confiance ici est une bonne métrique. Alors, pour la première question, en fait, il faut savoir que moi, je suis arrivée entre-temps sur le projet, donc il y avait déjà le réseau neurone, donc l'idée, c'était qu'on travaille sur le réseau neurone. Moi, j'essaye de l'expliquer. On a quand même, alors moi, je sais qu'on a, après, avec les mesures que j'ai faites sur les concepts, on a essayé de reprendre ces concepts directement pour les utiliser comme input, en fait. Et après, on s'est aperçu que finalement, en effet, la précision était moins bonne que le réseau neurone. Vraiment? Oui, beaucoup moins. Après, moi, j'ai pas en tête. C'est pas moi qui l'ai fait personnellement, mais je sais qu'ils m'ont dit que c'était beaucoup moins. Après, ce sera dans mes travaux à moi, je pense que je vais intégrer ça pour faire une comparaison parce que c'est bien d'avoir. Voilà, pourquoi sinon on passe plus direct. Et pour la deuxième question, alors en fait, pourquoi on a. Si je reprends ça, en fait, on a ce genre de quadrillage là, et la confiance, en fait, c'est juste pour avoir une idée un peu si la règle là qu'on peut tirer de ce genre de quadrillage, elle est correcte
avec le score de confiance. Et du coup, normalement, alors, la confiance, je pense que c'est entre 0 et 1, si je me rappelle bien. Et du coup, on peut s'attendre que là, le score de confiance, il est 1. C'est pas vrai, je sais pas si c'est vraiment prédictif ou pas, mais c'est pour avoir un... En fait, l'idée, c'est de construire des règles pour que ça soit plus simple à expliquer à un médecin après. Après, je pense que ça a une certaine limite, parce que déjà, même si après, on veut regrouper les règles, au final, j'ai essayé de le faire et on n'a qu'une seule règle, alors qu'en fait, on s'attend plutôt à avoir plusieurs règles et qu'après, il y en a une ou l'autre qui est choisie. Mais là, c'était juste pour avoir un peu, donner un peu une direction au médecin, mais c'est un peu réducteur, je pense. Surtout que ça explique pas du tout le réseau neuronal. Mais bon, c'est donner déjà une piste un petit peu, au moins, déjà, si on peut identifier des concepts et on veut essayer d'inférer quelques règles pour voir si on a ça, on est sûr d'avoir la sauce plus, mais il faudra rajouter des incertitudes, etc. Mais il y a du travail à faire là-dessus. Après, je ne sais pas si les règles d'association, c'est mieux. On est parti là-dessus, mais moi, je ne viens pas du tout de ce monde-là, mais je trouve que c'est intéressant de combiner un peu les deux approches. Après, vas-y. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai deux questions. La première question, c'est, si j'ai bien compris, là vous avez utilisé 32 concepts Oui. que vous avez sélectionnés. Est-ce que si les experts rajoutent de nouveaux concepts, en fait, si les experts rajoutent de nouveaux concepts, à quel point est-ce qu'il y aura des modifications à faire sur votre approche? Du coup, si on ajoute des nouveaux concepts, déjà il faut apprendre à un interprète, déjà identifier dans quelle couche possiblement le concept est présent. Donc il va falloir apprendre plusieurs interpréteurs et ensuite évaluer leur performance. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, du coup, on peut essayer de retravailler sur les règles. Mais du coup, oui, c'est sûr, il faut repartir un plus ou moins de zéro. Mais ça ne change pas les résultats déjà initiaux. C'est juste qu'on va les combiner aux résultats initiaux. Par exemple, les concepts qu'on a déjà, on va les intégrer. On n'est pas obligé de tout refaire. Ok, merci. Et pour la deuxième question, au niveau des perspectives, vous avez parlé de l'évaluation des explications. Est-ce que, étant donné que vous interagissez plus ou moins avec les cardiologues, est-ce qu'il y a moyen qu'ils vous fournissent des feedbacks sur les explications que vous avez générées? Oui, alors là du coup, j'ai pas attardé là-dessus. En fait, on a, ça c'est tout un champ, l'évaluation de l'explicabilité. Il y a la partie plutôt fonctionnelle, on va utiliser des métriques. Et il y a la partie plutôt application, donc du coup avoir des feedbacks des experts par exemple. Alors nous on a déjà présenté un petit peu ce travail et a priori du coup c'était vraiment le fait qu'on ait le QT long qui ressorte et ça c'était un indicateur important pour les cardiologues. Par contre là en fait on se situe plutôt à une étape où on n'est pas forcément en torsade de pointe. Donc c'est aussi, même pour les cardiologues, c'est pas forcément évident cette étape où on n'est pas sûr d'avoir la torsade de pointe, mais donc même pour eux c'est pas évident. Donc aussi ce qui est intéressant c'est de pouvoir éventuellement découvrir de nouvelles connaissances. Mais là c'est peut-être pas la meilleure des méthodes pour faire ça. Dans l'intro, tu parlais de médecine personnalisée. Du coup, dans la médecine personnalisée, on a des profils différents qui ont potentiellement une maladie commune, mais qui ne l'expriment pas de la même manière. Du coup, avec ce que tu as montré, là on est sur des médicaments pris ou pas pris de médicaments, mais si du coup il y a de la variabilité, je ne vois pas comment les règles vont exprimer cette variabilité. Oui. Donc la question, comment tu comptes prendre en compte la variabilité? Alors, du coup, là ce qu'on pourrait faire, en fait, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose entre, par exemple, juste un profil homme et un profil femme au niveau des ECG. Et du coup, là, ce qu'on pourrait faire, c'est conditionner finalement au niveau même de c'est conditionné à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir une partie, peut-être, on va
utiliser que le profil des femmes et de l'autre côté que le profil des hommes. Apprendre des interpréteurs potentiellement différents ou pas. C'est pas possible de les inclure dans les règles, par exemple justement, après, dans les règles, on pourrait peut-être. C'est vrai que là, on pourrait peut-être avoir une dimension supplémentaire éventuellement. C'est-à-dire que là, c'est vrai que je l'ai fait en 2D, on pourrait avoir aussi une troisième dimension avec le genre, voire plusieurs dimensions en fonction des critères. Et là, peut-être, oui, on pourrait conditionner les règles. Mais bon, après, sur l'établissement des règles, des relations, là, je ne sais pas très bien avec plusieurs variables comment ça fonctionnerait exactement, parce que je suis moins dans ce domaine-là. Mais je pense que oui, on peut les intégrer comme des axes différents. Merci beaucoup.